Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 102e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes, bonjour tout le monde et bon Ramadan à tous ceux qui le font. Et bon, voilà, plein de bonnes choses. Joyeux Ramadan. Et justement, du coup, on va parler du Ramadan peut-être en premier. Bah oui, de toute façon, le Ramadan a commencé il y a 2 jours dans les pays, dans tous les pays du monde, hein, je crois. Mhm. Souvent, c'est à un jour d'intervalle parce qu'il y a des différents politiques, mais c'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est que c'est un mois, ce qui caractérise ce mois du Ramadan, à part le jeûne, hein, c'est que c'est un mois de solidarité et de reprise des relations sociales et des relations familiales et surtout la solidarité entre les gens. Donc, ce mois rappelle à tout le monde, effectivement, cette solidarité. Et ce mois qui vient, d'ailleurs, pour tous les pays arabes et surtout pour la Syrie, à l'ombre d'un grand blocus pour la Syrie, pour la Palestine, pour grandes difficultés au Liban, en fait, aussi bien économiques et politiques. Donc, nous souhaitons, et puis en Irak, pareil, en fait, il y a partout de très grandes difficultés économiques et des difficultés politiques, je dirais, mais Et au Yémen. surtout Et au Yémen. hein, Au sur- Yémen également. au Yémen, surtout, oui, effectivement, tu fais bien de me le dire. En fait, je ne l'ai pas oublié, mais il nous échappe par moment. C'est sûr, c'est donc, on peut souhaiter à tout le monde un excellent Ramadan, mais aussi une excellente solidarité, une excellente force. Et surtout, là, il faut unir toutes nos forces pour briser cet embargo, ce blocus contre les populations, ce génocide à feu doux et ce terrorisme impérialiste américain qui vise à affamer tous les pays, tous les peuples qui refusent son diktat et qui refusent de sa domination, tous les peuples qui tiennent à vivre libre la tête haute. Les Américains les traitent avec un terrorisme économique qui vise à les affamer, à les faire mourir de maladies. Vous savez aussi que c'est aussi avec le corona, c'est en même temps conjugué avec la pandémie du corona et que tout ça, ça fait que le poids est très, très lourd pour le peuple. Et donc, à cette occasion, je voudrais présenter, en plus de toutes mes Moubarak, si je peux dire, au Ramadan, mais Mhm. de présenter toute ma solidarité avec tous nos peuples qui souffrent du blocus américain. Mhm. Alors c'était hier la journée de l'indépendance en Syrie, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, c'est Eid el-Jala, c'est donc la journée du départ du dernier soldat français de la terre syrienne. Cette date du 17 avril 1946 marque donc l'indépendance de la Syrie, le départ du dernier soldat occupant français de la Syrie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas que la Syrie avait été occupée par la France C'est vrai. de 1920 à 1945, que face à effectivement, le colonialisme français n'a jamais pu s'installer puisqu'il y a eu des révolutions dans toute la Syrie et dans toute leur présence en Syrie, les Français ont essayé de partitionner, de dresser certaines confessions contre d'autres, les Druzes contre les Alaouites, contre les Sunnites, contre les chrétiens, etc.
Mais en fait, il y a eu de tous les coins de la Syrie des révolutions dirigées y compris par les Kurdes. Brahim Hanano était kurde aussi, et qui ont tenu à ce que l'ensemble de la Syrie soit réunifié complètement à l'indépendance. Et donc, il y avait un président, et puis le premier ministre, c'était Faris el-Khouri, qui était un grand militant, je peux dire, chrétien, et une grande personnalité, et qui a été, comment dire, nommé comme responsable du Waqf, en fait, les bâtisses religieuses du pays. Et puis après, bon, bien sûr, il a été aussi Premier ministre, etc. Donc, le gouvernement syrien est formé de toute manière, non pas comment dire, au prorata, etc., mais en fait en tant qu'unité unité de l'ensemble des composantes du peuple syrien, l'ensemble de ses religions, mais essentiellement de ses religions et de ses confessions, et puis même des origines ethniques, mais plus en tant que citoyen syrien, et donc avec la présence d'un parlement, d'une constitution, etc., depuis 1946. Je voudrais ajouter que les femmes syriennes votent et se présentent aux élections depuis 1946, en fait. Donc, parfois, avant, beaucoup de femmes européennes ou autres, hein, notamment en Suisse ou même en France, en fait, ça a été aussi à cette période-là. Donc, voilà. Et ça, c'est... donc, aujourd'hui, je fais le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, en fait, avec ces 10 années de guerre féroce contre la Syrie, qui vise aussi à casser ce lien social qui est très fort, qui existe en Syrie. On a vu une volonté de créer des guerres confessionnelles. On a voulu dresser les sunnites contre les chiites contre contre les chrétiens, contre les Kurdes, Eh ben, tout ça, malgré tout, la Syrie est complètement réfractaire à ce type de problématique. Et aujourd'hui, on voit que, effectivement, le tissu social en Syrie, malgré ces 10 années de guerre féroce et par terroristes interposés qui tenait un discours dégoûtant, tellement il est confessionnaliste, qui était pas seulement le discours, mais aussi des pratiques. Des gens qu'ils ont tués, ils ont tué des gens en leur disant vous devenez musulmans, non, sinon on vous tue, etc. Ils ont tué des chiites en disant vous devenez autre chose. Ils ont tué des sunnites, ils ont tué tout le monde en disant ça c'est en faisant un discours qui est dégoûtant, complètement confessionnaliste. Et ben le peuple syrien n'a jamais accepté ce discours. Le lien social a été renforcé, et aujourd'hui on est effectivement un pays qui resserre ses liens sociaux, et qui pense ses blessures en marchant dessus. Mais à l'ombre, justement, la solidarité s'exprime encore plus avec ce blocus, je dirais, où les gens peinent à trouver à manger. Donc, ils partagent leur miche de pain entre eux et ils mangent ensemble. Et le ramadan en est aujourd'hui la plus grande représentation, si je peux dire, ou la plus grande manifestation. Voilà. Alors, tu m'as parlé en préparant cette interview d'un collaborateur de Colin Powell qui s'appelle Lawrence Wilkinson et qui s'est exprimé à propos d'un rapport de l'EIAC présenté à l'ONU. Exactement. Alors, en fait, on avait parlé la dernière fois de ce renouvellement des attaques contre la Syrie, en fait, au niveau des médias français, au niveau des médias occidentaux, au niveau de l'ensemble il y a une sorte de renouvellement de la violence dans les accusations et dans la manière
de diaboliser la Syrie et le pouvoir en Syrie. Donc, ça se manifeste non seulement par des choses sur le terrain, c'est-à-dire un regain des violences et comment dire, un regain de l'alimentation des terroristes et du terrorisme. Ça se manifeste aussi par une réhabilitation de certains terroristes comme Al-Jolani. On en avait parlé, je ne sais pas si on en avait parlé la dernière Si, fois, si, mais je tout à crois fait. que oui. Oui, oui. Et justement, qui s'est rasé, qui s'est fait présentable et interviewé par le Martin Smith qui dit nous n'attaquerons jamais les États-Unis, nous n'attaquerons jamais les pays européens. Nous, notre mission, c'est ici, etc. Donc, il y a cette manière de recycler les terroristes comment dire, opposition, euh, opposition, Respectable. oui, respectable, si on peut dire. Donc, ça d'une part. D'autre part, en multipliant aussi les faux rapports, des rapports complètement montés de toutes pièces qui sont présentés dans les instances de l'ONU. Donc, à cette occasion, le dernier rapport de l'OIAC qui est truffé de mensonges et de choses qui montrent alors là, cette fois-ci, c'est encore du nouveau. Donc, où il accuse le gouvernement syrien d'avoir utilisé le gaz sarin et les armes chimiques contre son peuple, bien sûr, dans les combats de Saraqib en 2018. En fait, vous savez, en 2018, il y a eu des combats acharnés qui ont opposé les terroristes soutenus par la Turquie et l'armée syrienne et aussi les alliés de l'armée syrienne, hein, donc Hezbollah et d'autres forces alliées. Il y a des combats acharnés qui se sont soldés par la libération de la ville de Saraqib. Vous savez, c'était la ligne des deux côtés, la ligne de l'autoroute M4, en fait, qui relie Idlib à Alep, mais aussi qui relie Deir Zor à Alep, en fait. Donc là, et en fait, tous ces et au cours de laquelle d'ailleurs il y a eu des soldats turcs, 32 soldats turcs qui ont été tués alors qu'ils n'avaient pas du tout à être là, etc. Donc là, voilà, il y a un rapport de l'OIAC qui accuse la Syrie d'avoir utilisé le sarin contre la population et que c'est comme ça que la Syrie a pu libérer Saraqib. Euh, donc, face à bien sûr, ce rapport qui est truffé de mensonges a été très fortement démenti par la Syrie, par la Russie et par aussi des responsables, des conseillers, plutôt des consultants de l'OIAC qui avaient aussi, en fait pas pour ce rapport, mais qui ont dénoncé les pratiques et les pressions dont ils sont victimes quand ils ont écrit la vérité par rapport à la Syrie et que, comme quoi, tous leurs rapports ont été transformés avant d'être publiés. Donc, en fait, là aussi. Mais en fait, donc, je reviens donc à ce monsieur Wilkerson qui a été assistant, qui est collaborateur de Colin Powell. Donc, c'est quand même pas quelqu'un qui est en train de défendre le pouvoir syrien, hein, mais qui disait que c'est quand même ce qui est raconté dans le rapport, c'est tout à fait invraisemblable parce que j'ai vu des gens qui sont debout devant un trou où il y a soi-disant des produits chimiques, des produits chimiques ou des armes chimiques. Moi, je connais parfaitement ces armes chimiques. Et c'est tout à fait impensable et invraisemblable parce que la personne qui parle, elle serait morte depuis longtemps. Donc en fait, vous aurez
le commentaire de ce personnage aussi soit dans la suite, soit intégré dans la vidéo. C'est à toi de voir, Raphaël. Donc voilà, il y a les références et il y a tout. Ok. Donc voilà, ça c'est un point. D'autre part, je voudrais quand même, puisqu'on est parti sur ce point, on voit quand même que les combats que mène Assad contre la population syrienne reprennent aussi de plus belle. Il y a aujourd'hui, ils ont à nouveau investi la base de distribution d'eau de Alouk. Ils ont à nouveau coupé l'eau. Donc, vous voyez à quel point c'est criminel en plein Ramadan. Ils ont coupé l'eau de la ville de Hasakeh, donc sur 1 million de personnes aussi. Et ces milices de Qassad, sous la pression des Américains ou peut-être eux-mêmes, qui continuent à kidnapper des jeunes de la population, les hommes et les jeunes, qui les amènent à un endroit inconnu, qui les amènent aussi pour les enrôler de force dans leur rang, mais aussi les Américains qui continuent à voler le pétrole syrien. Alors, il y a tous les jours une trentaine de colonnes de citernes qui partent vers la base El-Shadadi, là, qui est la base américaine illégale, bien entendu, dans la ville de Shadadi. Ils volent le grain, ils continuent à voler le grain et le coton syrien, c'est-à-dire le grain qui a les céréales qui ont échappé aux incendies des terres, hein, et qu'ils ont effectués. Et ben là, ce qui reste, ils sont en train de le voler. Ils sont en train de s'attaquer aussi les différents troupeaux de bétail, les troupeaux en fait, de moutons et de chèvres. Quand ils sont en train de brouter dans les pâturages, ben, ils s'attaquent aux bergers et ils tuent le berger, les bergers et les bétails. Donc c'est une offensive de guerre, d'extermination, je peux dire, contre la population, l'empêchant de trouver quoi que ce soit pour se nourrir et aussi l'empêchant de boire. Donc il y a un vol systématique du pétrole, de l'eau, du grain, et puis du bétail. Voilà. Donc, C'est grave. il C'est est grave. temps que tout ceci s'arrête et c'est sûr qu'à l'ombre du corona, tous ces effets deviennent de plus en plus forts et de plus en plus lourds pour la population. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des personnalités de la Syrie et du Liban. Hein. Oui, on peut en parler Euh, maintenant. voilà. Il y a Bah, une grande lettre ça vient. syro-libanaise qui est signée par 13 000 personnes, des intellectuels, mais aussi beaucoup de personnalités religieuses, qui a été adressée à l'ambassade du Vatican, à l'ONU, à différentes instances, et Ouais. qui demande au pape de mettre fin à ce terrorisme économique contre la Syrie et le Liban, et qui demande Donc, la reconstruction et que soit permise la reconstruction et le retour des réfugiés, le retour des réfugiés. voilà, Ça puisque c'est. effectivement, ça devient invivable et très, très difficile pour les Syriens, mais aussi pour les Libanais, parce que vous savez que le Liban est très lié à la Syrie, les économies sont très interpénétrées. Et d'un côté, de l'autre côté, au Liban, la vie est très, très, très difficile depuis que le port de Beyrouth a explosé, depuis que en fait, il y a des propositions importantes, intéressantes, en fait, pour la reconstruction du Liban. Nous reviendrons dessus, mais là, je peux dire
c'est le fait que tout ça, rien ne fonctionne. La vie des Libanais est aussi impossible que la vie des Syriens, je dirais, voire plus. Et là, c'est donc il y a eu 13 000 personnalités, des responsables religieux déjà, des patriarches, des imams, et des responsables d'organisations civiles, mais aussi des députés, des hommes d'affaires, des responsables politiques, mais de toute obédience, je peux dire, qui ont signé cet appel donc au pape, lui demandant comme lui, c'est l'homme de la justice dans ses jours saints, etc., et des équilibres, hein, disons, dans le monde, lui demandant de faire pression sur les pays sur lesquels il peut influer pour lever pour agir contre ce blocus, hein, qui est appliqué pour des raisons politiques, hein, sur toute une population, et ça relève effectivement comment dire, euh, de l'extermination, disons, lente, et du terrorisme économique. Donc, en fait, cette lettre a été remise à lui, à l'ambassade du Vatican à Beyrouth, et à l'ambassade, donc elle est envoyée aussi à l'ONU, aux différentes instances de l'ONU et des conseils des droits de l'homme et des organisations de défense des droits humains. Voilà, pour la suite, quoi, pour qu'il la fasse suivre. Voilà. Alors on va avancer rapidement. On va rappeler qu'il y a eu un accord récemment Iran-Chine, dont on a parlé au précédent CITREP. Et donc tu avais mentionné l'attaque d'un navire iranien par Israël et vice-versa dans le Golfe. Est-ce que tu peux commenter cet incident, ce nouvel incident? En fait, ce que je voudrais, c'est dresser un petit peu le panorama du changement dans la région. Comme vous le savez, il y a eu effectivement cet accord stratégique entre l'Iran et la Chine. En même temps, un accord stratégique entre l'Iran et la Russie. En même temps, on a vu tout de suite que Biden a été prêt à revenir au débat, aux discussions sur l'accord iranien, sur le nucléaire. Si je peux me permettre, il y a aussi, tu m'as mentionné en préparant cette interview, l'Iran, la Russie et la Syrie ont fondé un comité pour la sécurité pour le ravitaillement de la Syrie. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est en même temps lié. En fait, j'en parle comme ça. Si tu me permets, j'ai le temps, oui, en fait. Oui, vas-y. Oui, ça va. Donc, voilà, donc en fait, l'Iran a monté l'enrichissement de l'uranium et puis exige la levée de l'embargo total, en fait, la levée de toutes les mesures d'embargo d'un bloc, hein, américain contre l'Iran, et le retour des Américains à l'accord sur le nucléaire iranien. Sachant qu'il y a eu lieu en 2015. Sachant qu'il y a eu une attaque contre Natanz, la centrale d'enrichissement de voilà, Natanz, une attaque israélienne. Ça, c'est l'exigence avant, de toute façon. Mm-hmm. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, on voit qu'il y a une attaque contre un navire iranien qui ramène du pétrole en Syrie. Par contre, en riposte, c'était les Israéliens qui l'ont fait et qui l'ont revendiqué,
un navire israélien qui a été attaqué aussi face à Fujairah, donc dans le Golfe, qu'il y a une guerre un peu dans l'ombre qui s'active entre l'Iran et Israël et l'occupant sioniste, qui est d'ailleurs très mal, comment dire, très mal ressenti par les différentes obédiences politiques en Israël, qui ont commencé à accuser Netanyahou d'utiliser la sécurité d'Israël et de l'exposer pour ses jeux personnels à lui pour les élections. Donc voilà, et puis là, il y a une certaine peur. Donc en plus, il y a eu cette attaque israélienne de la centrale de Natanz, une attaque sur une salle de régénération ou d'enrichissement de l'uranium, pour laquelle les Iraniens ont réagi en disant nous savons qui c'est, et puis ils vont avoir la riposte qu'il faut au moment que nous choisirons. Mais de toute façon, sachez que les réacteurs de cette salle, ce sont des réacteurs les appareils de cette salle, ce sont des appareils de l'ancienne génération que nous comptions remplacer, et on va les remplacer. Donc en 24 heures ou 48 heures, ils ont tous été remplacés. L'Iran a monté le taux d'enrichissement de l'uranium à 60%. Donc voilà. Et puis les pourparlers entre les Européens et les Iraniens ont commencé à Vienne. Donc, je tiens quand même à dire, les Iraniens ont fait enlever le drapeau américain des drapeaux des pays qui participent à cet accord, à ces pourparlers. Les Américains assistent, mais ils sont dans une autre salle. Donc, il n'y a pas de discussion directe entre les Iraniens et les Américains. Mais en fait, aujourd'hui, les déclarations vont dans le sens de Araqji déjà, le responsable iranien qui participe, en disant l'atmosphère est plutôt positive et nous sommes pratiquement dans une phase où il serait important de commencer à écrire, sachant qu'il y a encore de grandes divergences et que ces divergences, il faut qu'elles soient discutées parce que ce sont des divergences de fond. Donc, en fait, si on revient donc à l'histoire, l'Israël qui essaye de faire des petites manigances pour empêcher qu'il y ait un retour à l'accord du nucléaire de la part des Américains, c'est en fait c'est mal parti pour Israël, puisqu'ils ont même été en train de gâcher leur relation avec les Américains, puisque les Américains leur ont fait signe que tous ces bavardages et cette légèreté dans l'action, elle ne pourra faire, elle ne va que dans un sens contraire à leurs intérêts, et qu'il était important qu'ils arrêtent ça. Et ça a été dit par des responsables à la Maison-Blanche par rapport au comportement du pouvoir de l'entité sioniste. Donc ça, c'est un point qui est très important, et je pense qu'il est important de voir qu'il y a un changement, non pas seulement au niveau, des petites choses qui se passent, mais c'est en fait un changement au niveau du rapport de force, je dirais, dans la région. L'Iran s'impose comme interlocuteur réel, et que aujourd'hui,
les Américains tiennent compte non seulement de l'Iran, ils tiennent compte aussi de l'ensemble de ses partenaires, qui sont la Chine et la Russie. Et en fait, alors que on sait quand même que les Américains ont tendance à toujours essayer de faire valoir leur pouvoir sur l'ensemble du monde et sur l'ensemble des pays du monde. En tout cas, c'est vrai que le comportement de Biden paraît peu lisible, puisqu'il est capable d'un côté de proposer dialogue et de l'autre côté de monter dans les tours face à la Russie. Donc en tout cas, Absolument. on va noter qu'il y a des tensions en ce moment entre l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre, notamment autour de l'Ukraine. Donc si tu peux commenter ce fait. Absolument. Alors, en fait, en même temps, on voit que les pays de l'OTAN massent des troupes en Ukraine, envoient des messages très violents à la Russie. Il y a eu une tentative d'assassinat du président biélorusse. Là, aujourd'hui, il en parlait qu'il y avait eu une tentative d'assassinat, plusieurs tentatives donc aussi de coup d'État. Enfin bon, il y a les Américains continuent à intervenir par différentes manières dans les affaires et s'ingèrent dans les affaires intérieures à la fois des pays de l'OTAN en les poussant contre la Russie. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les Russes la Russie a mis dehors plusieurs diplomates polonais, par exemple. Là, aujourd'hui, ils ont aussi mis dehors des diplomates américains. Chose qui ne se passait pas du tout avant, en fait. Jamais les Américains n'ont été traités œil pour œil, dent pour dent, disons. Or là, effectivement, la Russie y va de manière tout à fait claire. Vous faites ça, nous, on fait pareil. Et la réponse de Poutine a été très virulente quand même par rapport à Biden lorsqu'il l'a traité de tueur. C'est en fait, il lui a dit, les tueurs, c'est vous en fait. Et vous ne voyez pas d'ailleurs, vous n'arrivez pas à raisonner que en type de comportement qui ne soit pas le vôtre. Donc c'est ça le problème. Et donc, On peut mentionner aussi les Chinois qui ont fait plusieurs déclarations ces derniers temps là, où ils montrent qu'ils refusent également toute ingérence maintenant face aux Américains à propos de Taïwan, de Hong Kong, de absolument. la Birmanie. Oui, tout à fait. Donc, de toute façon aussi, comment dire, la Chine affirme à tout moment aussi déjà le rejet de toute ingérence d'un pays dans les affaires d'un autre, en fait, et que toutes les relations doivent se faire dans le respect de la souveraineté des autres pays. Et donc, en plus, raison de plus envers elle-même, quoi, envers la Chine. Et donc, elle exige des Américains le respect à la fois de la souveraineté chinoise, et puis qu'ils ne s'ingèrent pas ni dans les histoires des Ouïghours, ni dans les histoires de Taïwan, ni dans les histoires des îles de la mer de Chine, etc. Donc, en fait, il y a des mises en garde qui sont très virulentes, je peux dire, de la part de la Chine, de la part de la Russie, vis-à-vis des États-Unis, qui eux d'ailleurs aujourd'hui ils sont en difficulté aussi au niveau intérieur. Je tiens quand même à dire que les grandes fusillades se renouvellent à Minneapolis, le mouvement Black Lives Matter reprend aussi de plus belle, que les difficultés avec le corona, elles sont aussi, elles mettent la population en difficulté et les suites sur le plan économique sont assez énormes. Le nombre des personnes sans domicile, le nombre des personnes, la pauvreté grimpe très très fort aux États-Unis.
Donc, il y a de très grandes difficultés sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur. On commence à voir effectivement de plus en plus de pays qui s'opposent à cette ingérence et qui exigent, d'ailleurs, je tiens à dire, la Syrie a été aussi parmi les premiers pays à exiger aussi le respect de sa souveraineté. D'ailleurs, je voudrais dire, il y a même au niveau des Nations Unies, il y a eu depuis les 10 ans, le début de l'agression contre la Syrie, il y a eu une trentaine de décisions des Nations Unies et toutes les décisions commencent par le fait qu'il faut respecter la souveraineté de la Syrie et la respecter de ses territoires et la souveraineté de l'État sur ses terres, etc. Or, les Américains continuent à garder une base à côté de une base à Al-Tanf, en fait, hein, qui est sur la route rapide qui relie la Syrie à la Jordanie, à l'Irak et à l'Iran. Et en fait, la base Al-Tanf à côté d'un camp de réfugiés à Rukban, et puis une base Shadadi dans le nord de la Syrie, à côté du camp Al-Hol, dans lequel sont aussi les combattants de Daesh. Et Alors donc justement, on va en Charlie. parler. Et j'aimerais qu'on parle juste avant d'une autre base, l'attaque Voilà. contre la base américaine à Erbil, dans le Oui, Kurdistan syrien, tout à fait. revendiquée par un groupe. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus de cette attaque? Voilà, donc c'est hier matin, en fait, il y a eu une grosse attaque justement contre cette base qui est à Erbil, en fait, hein, qui est une base américaine, en fait, à Erbil même, dans la ville, en fait, hein, à côté de l'aéroport d'Erbil, une base américaine qui a été une très grosse attaque, en fait, l'explosion était importante, hein. On peut penser, d'après les images de l'explosion, que toute la base a été détruite plus ou moins. Et en fait, cette base abrite un centre israélien d'espionnage, en fait, contre la région, d'espionnage, d'information, de direction d'opération, etc. Donc, qui a été effectivement attaqué, explosé hier. Et suite à cela, bon, bah, là, ils commencent à réagir aussi, les Américains, parce que là, c'est tout frais. Mais on peut penser que ça fait partie aussi des réponses de l'axe de la résistance, en fait, je voudrais, par rapport à cette présence. Et je rappelle quand même les faits et les décisions. Lorsque le général Qasem Soleimani et le général Abu Mahdi el-Mohandes ont été assassinés par les forces américaines, et lorsque la réponse à ce moment-là, et qu'ils ont été assassinés à Bagdad, en Irak, et dans l'aéroport, Qasem Soleimani était l'invité des Irakiens. À l'époque, donc, le Parlement européen, américain, pardon, le Irakien. Parlement irakien, voilà, a décidé que toutes les forces américaines doivent quitter complètement la région, pas seulement l'Irak, mais toute la région de l'ouest de l'Asie, qui doivent être d'ici la fin de l'année. Donc, c'est vrai que il faut qu'ils s'attendent à des attaques de l'ensemble, à des contre-attaques, si on peut dire, ou des ripostes de l'ensemble de l'axe de la résistance, de l'ensemble des pays de l'axe de la résistance, où qu'ils soient. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on voit quand même qu'il y a eu une coordination stratégique entre les différents pays de la résistance, hein. Mhm. Donc, il y a eu une très belle montée, je dirais, des attaques des forces résistantes du Yémen
contre, les points importants, des points névralgiques, en fait, de l'économie américaine en Arabie Saoudite, hein, et et on peut dire de l'économie saoudienne, mais en fait, c'est de l'économie américaine, des Américains en Arabie Saoudite, puisque c'est les installations d'Aramco, et les installations Anium, aussi bien du côté de Jeddah que du côté de Dhahran et sur le Golfe. Donc, en fait, même récemment, il y a eu de très grandes avancées aussi des forces de la révolution yéménite à Maghreb et de l'autre côté à Taz. Et Maghreb, elle est à deux toits d'être complètement libérée par les forces de la révolution. Et ça, c'est donc à Erbil, dans le nord de l'Irak. Il faut savoir aussi que Erbil, le Barazani, c'est un allié des Américains quand même. Et donc, là aussi, bon, il, il y a toujours cette possibilité. Donc, les fronts de la confrontation ou de la lutte contre la présence américaine se multiplient et elles sont partout où se trouve la résistance. De la même manière, à l'est de la Syrie, il y a tous les jours des explosions, par exemple, des voitures de gens de Qassad, là, des mercenaires de Qassad, ou des gens aussi qui sont attaqués, ou même des soldats américains qui sont attaqués. Donc là aussi, la résistance populaire grandit et dans toute la région. Et on peut dire que, d'ailleurs, je voudrais dire là, les Américains, Biden annonce qu'il veut se retirer de l'Afghanistan. Il veut retirer toutes les troupes de l'Afghanistan. Mais bon, ça c'est toujours, pour moi, ce sont toujours les false flags, quoi. C'est des annonces. C'est des annonces. Des annonces, des faux drapeaux, quoi. Tout à fait. Mais bon, à chaque fois qu'ils se retirent d'un endroit, ils réactivent les terroristes. Et sachez quand même, vous le savez tous maintenant, que et ça a été, ils l'ont dit et redit, que Daesh a été créé par eux, en fait. Oui, je rappelle quand même que Hillary Clinton l'avait dit. Si je peux me permettre aussi, combien de fois est-ce que les Américains ont dit qu'ils partaient d'Afghanistan, d'Irak ou de Syrie, et ils y sont encore. Absolument. Donc, Absolument. entre les annonces oui, oui. faits. Et puis en plus, on sait que Daesh a été créé par eux. Donc, à chaque fois qu'ils veulent partir, ils réactivent Daesh et ils disent non, on va rester pour vous aider à lutter contre le terrorisme. Justement, tu me parlais en préparant cette interview d'un transfert de prisonniers que les Américains sont en train d'opérer, des prisonniers des combattants de Daesh, que les FDS détenaient vers la base de Shadadi. Shadadi, exactement. Donc, désolé, j'ai pas l'accent. C'est ça qui est... Exactement. Tout à fait. Donc, il les recycle aussi bien là. Il les amenait en Libye. Bon, maintenant, la Libye, apparemment, ça s'est calmé. Ils les ont amenés à Karabakh, vous le savez. Et puis, maintenant, il les recycle pour les utiliser aussi en Irak, sans doute, ou sur les frontières syro-irakiennes. Alors, le Danemark ne renouvelle plus les cartes de séjour pour les réfugiés syriens. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors voilà, c'est très bien parce que en fait la Syrie depuis des années, alors depuis au moins 3 ans en fait, appelle les réfugiés syriens partout de revenir en Syrie et on voit que tous les pays se plaignent du poids des réfugiés syriens. Mais dans toutes les instances internationales, mais d'un autre côté, ils les empêchent de rentrer et ils essayent de monnayer ce dossier, je peux dire, des réfugiés syriens politiquement pour faire pression contre l'État syrien. Or là, effectivement, et c'est très positif, je trouve, que le Danemark annonce à tous les réfugiés syriens le non-renouvellement de leur carte de séjour et leur présence, les invitant à rentrer dans leur pays
parce que une grande partie des territoires est sécurisée, libérée, et qu'il n'y a plus besoin qu'il soit au Danemark. Bon, ceci dit, il est question aussi de voir, parce que comment les réfugiés à rentrer, c'est pas comme ça en coupant court toute leur vie en leur disant allez hop demain vous rentrez, parce que Bien sûr. tous ces pays occidentaux utilisent malheureusement utilisent les peuples comme un paquet de pression. Alors on les invite, allez venez parce qu'on a besoin de gens, des spécialistes et de jeunes qui sont forts et qui ont fait des études, etc., des jeunes ingénieurs, médecins, intellectuels, etc., venez chez nous. Et puis après, non, on n'a plus besoin de vous, allez rentrer chez vous. C'est vraiment, et on ose parler de droits humains quand c'est comme ça. C'est assez incroyable. Alors que finalement, ce que demande la Syrie, c'est que les gens rentrent par leur propre volonté, d'une part. La Syrie a effectivement se donne les moyens et donne à ses citoyens le moyen de refaire leurs cartes, leurs papiers, etc., aussi bien aux frontières quand ils rentrent, et ça c'est le cas par exemple aux frontières syro-libanaises et aux frontières jordano-syriennes. À partir du moment où les passages ont été ouverts à un moment donné, il y a eu énormément de gens qui sont rentrés parce que leurs villages ont été libérés des terroristes, et il faut qu'ils reviennent pour construire, pour aider, pour reprendre leur maison, quoi, et leurs biens. Et donc, bon, mais on a bien vu que même les bureaux de l'ONU qui étaient là, qui leur disaient non, mais là, si vous restez là, vous avez une aide de l'ONU, si vous rentrez chez vous, vous allez la perdre. Alors, les gens qui gagnent à peu près une vie, quelle qu'elle soit, je veux dire, qui arrivent à vivre avec, et on leur dit de rentrer à un endroit où c'est un peu l'inconnu, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir trouver quelque chose ou pas, c'est une manière indirecte de les empêcher de rentrer, ça d'une part. Et puis d'autre part, ils leur disent, de toute façon, vous allez être arrêtés, de toute façon, vous allez être mis en prison, vous allez être de toute façon... Et donc, les gens, il y a un tas de faux bruits qu'ils propagent parmi les gens, les réfugiés, ce qui fait il y en a beaucoup qui ont peur de rentrer. Mhm. Et donc, voilà. Et donc, c'est aussi une manière... Et donc, on ne peut pas dire, indépendamment de l'État, de la présence d'une coopération avec l'État syrien, ce n'est pas un paquet qu'on trimballe d'un côté ou de l'autre. Ces choses se font par un accord et une politique, un protocole commun entre les deux États. Et donc, il faut aller voir l'État syrien, le rencontrer, discuter avec lui et discuter du retour des réfugiés. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, là, c'est la question qui doit être traitée de cette manière, aussi bien avec le Liban, avec la Jordanie. D'ailleurs, j'en profite pour parler aussi de la visite de la ministre des Affaires des réfugiés irakiens qui a été en visite en Syrie et qui ont traité ensemble de ce dossier. Donc, entre la Syrie et l'Irak, parce qu'il y a encore des réfugiés irakiens en Syrie, il y a des réfugiés syriens en Irak. Aïssa, cette interview va bientôt toucher à sa fin. Il nous reste encore 3 points à voir. Je vais te les lister et tu vas en choisir un. On ne pourra pas commencer les 3 malheureusement. D'accord, dommage. Donc il y a les élections en Syrie, les présidentielles qui ont lieu le 26 mai, le 20 mai à l'étranger. L'ouverture des candidatures se fait dès demain. Exact. Il y a le troisième congrès du e-commerce organisé par la Ligue arabe à Damas le 9, 10, 11 avril. Avec l'annonce de la e-Syria pour 2030. Et enfin la chute de la livre syrienne qui a été contrée par une intervention du gouvernement récemment. Alors, la chute de la livre syrienne, de la monnaie. Ah d'accord, ok. Ok.
Bon, alors, on va parler rapidement des 3 points. Le premier point, effectivement, les élections présidentielles sont fixées le 26 mai et Mhm, puis le 20. Donc là, ça a été annoncé aujourd'hui. À partir de demain, les candidatures peuvent être présentées. mhm, Moi, j'ai rien à dire en plus, sauf que c'est important. C'est une échéance constitutionnelle importante et mhm, je tire mon chapeau à l'État syrien de respecter les échéances électorales importantes. mhm, Ça, c'est le deuxième point par rapport à la. Effectivement, il y a eu une conférence très importante en fait qui a été tenue à Damas le 9, 10, 11 avril sur la transformation, la digitalisation de l'économie et l'informatisation de la totalité de l'économie, au cours de laquelle on a bien vu l'évolution, même à l'ombre de la guerre, l'évolution dans ce domaine de la Syrie, qui malheureusement, si la guerre n'avait pas eu lieu, aurait été accomplie déjà maintenant. Mais bon, donc, et ce qui était important, c'est qu'il y avait 400 experts et savants et chercheurs de ce côté-là, de tous les pays arabes et de tous les pays, donc qui ont pris la décision aussi a été prise la décision d'aider la Syrie et de faire à briser le blocus de ce côté-là et aider la Syrie à assurer son informatisation totale et assurer la réalisation de son projet et de son plan qui vise effectivement la totale réalisation en 2030. Et puis, le deuxième point, c'était quoi? Je sais plus. Le troisième point, c'était la chute de la livre syrienne. Alors oui, il y a eu une intervention de l'État syrien, du président lui-même auprès des instances, effectivement, de la Banque centrale syrienne pour stopper cette chute et puis donc prendre des mesures pour arrêter la chute, ce qui a été effectivement fait. Et cette chute de la livre syrienne a été revalorisée, elle a été arrêtée, disons, par cette intervention. Donc, voilà, je suis pas du tout, moi, spécialiste financière pour pouvoir dire quels sont les mécanismes qui ont été utilisés. Mais en tout cas, on voit les effets, il y en a eu, et ça, c'est très positif. Ok, Il y a eu quand même un changement, la démission du gouverneur de la Banque centrale syrienne. d'accord. Mais c'est vrai que Et le c'est Liban et son, la Syrie, donc leurs monnaies ont été pas mal attaquées et dévalorisées, notamment à cause des manigances occidentales. c'est une partie de la guerre contre la Syrie, Ok. Eh effectivement. bien, Aïssar Midani, merci beaucoup pour ton analyse et ton témoignage. Donc, encore une fois, bon ramadan à tous ceux qui pratiquent. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, merci beaucoup à tous et bon Ramadan et merci de votre écoute. À bientôt. Ciao. À bientôt.